je m'appelle Gwen Vélien, on m'a déjà présenté tout à l'heure. Alors, je suis technicienne informatique et également blogueuse. Et je travaille en ce moment avec l'aide de Valentin, qui est là, derrière son PC, sur une traduction en français du wiki du féminisme geek. Je vais laisser mes collègues se présenter. Et après, je commencerai par une petite présentation. Chacune d'entre nous va faire une petite présentation d'environ 15 minutes. Et après, nous passerons à un débat avec vous tous, sur les sujets que nous aurons traités. Nos présentations seront des études de cas assez précises, donc après on peut partir plus généralement. Merci. Moi je m'appelle Isabelle Guillaume, je fais de l'anglais dans la vie. J'espère commencer bientôt une thèse sur la bande dessinée américaine, donc ça c'est sur les arbres que les financements arrivent. Pour l'instant du coup je suis juste étudiante. Et donc voilà, je travaille sur les comics, mais pas forcément les comics auxquels vous pensez, donc on aura l'occasion de parler de ça. Donc, je suis Fanny Vignon, je travaille sur le jeu vidéo et le cinéma, je suis maître de conférence à Lyon 1. Donc, je suis Jessica Soler-Belloni, doctorante en deuxième année de sociologie à Toulouse et je travaille, je vais l'expliquer tout à l'heure, sur les joueuses de jeux vidéo. Donc, je vais vous parler de Super Touch Kart, qui est un jeu libre qui reprend en fait Super Mario Kart. Il est vraiment inspiré, tu vois, il y a des pots de banane. Il y a aussi, ils ont mis des cadeaux aussi pour avoir des bonus. On essaye de piéger ses adversaires ou de s'accrocher à eux pour passer devant. À ceci près que bon, ils n'allaient pas reprendre les personnages de Nintendo. Alors les personnages sont des mascottes de logiciels libres. Pour les reconnaître, il y a le poisson coffre de BSD, il y a Tux, ce petit manchot. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah oui, justement. Donc rapidement, c'est un jeu de course avec des animaux mignons. Alors, je connais bien un des développeurs du jeu, développeur et graphiste du jeu, qui voulait que je lui donne des conseils parce qu'il voulait créer un nouveau personnage qui serait un personnage féminin. Il m'a dit j'ai peur de faire des conneries et de faire des personnages féminins comme on en a d'habitude dans les jeux vidéo qui sont grossiers avec des seins impossibles, des postures bizarres. Donc il m'a demandé des conseils. Et il m'a dit, je vais prendre la mascotte d'Open Game Art, donc c'est une plateforme pour les libristes graphistes, et leur mascotte c'est Sarah, un petit personnage qui est censé faire de la magie, vous la voyez là. Et donc il voulait faire Sarah sur un kart moto pour la prochaine version de Super Touch Kart. Donc vous pouvez déjà la voir si vous prenez les versions en développement, mais sur la version qui est actuelle de Super Touch Kart, elle n'est pas disponible. Voici donc toujours sur Open Game Art, vous pouvez trouver ce modèle pour Sarah. Donc elle porte un pantalon, un haut simple, une longue cape, qui est plutôt classe, et des manches épaisses pour donner un style, et la petite barrette qui devient donc son logo dans le jeu. Alors c'est parti, voici les premières images que j'ai eues pour Sarah. Donc c'était plutôt encourageant, mais je me suis dit, pourquoi elle a une robe en fait? Elle me dit, ouais, c'est parce que je veux faire un parallèle entre Sarah et Princess Peach. Donc fallait qu'elle porte une robe ou une jupe. Alors, pourquoi pas, après tout, il lui a gardé une tenue plutôt confortable. Hein. La robe, c'est pas un gros machin de princesse qui prend toute la place. Le haut est pratique. Et puis j'aimais bien les chaussures et le ceinturon qui font un peu aventurière. J'ai dit pourquoi pas, j'aurais préféré que tu gardes le pantalon et la cape, c'était plus classe. Mais si tu tiens à faire une robe pour faire comme Peach, ça se tient, vu qu'il lui a également fait une moto. Et puis sur Mario Kart, elle conduit une moto aussi. Puisque là, ça se tient. Et puis il s'est passé beaucoup de temps, il me posait de plus en plus de questions et il écoutait de moins en moins les réponses, jusqu'au jour où, catastrophe. C'est bon. Et en fait, j'ai oublié, mais il y a aussi la version où elle a une culotte rose. Voilà. Et c'est ce qui m'a présenté comme la version finale de Sarah. C'était bien la peine de me faire perdre du temps. Je vais la laisser pour le plaisir des yeux. Donc je vous rassure, elle ne conduit pas comme ça tout le temps avec la jupe à l'air, parce qu'en fait son excuse c'était qu'ils vont avoir un nouveau moteur de jeu et ils vont pouvoir animer les cartes. Donc c'est pratique parce qu'ils ont un poulpe, alors du coup le poulpe pourra agiter les tentacules et tout. Et pour Sarah, ils auraient pu... Bref, c'est pas possible ces gamers. Donc pour Sarah, il aurait très bien pu agiter les cheveux au vent, ça aurait été mignon, mais non, il fallait absolument lever sa culotte à chaque fois qu'elle saute. Et bon, Super Touch Kart, c'est un peu casse-gueule comme circuit en général, donc elle a souvent sauté.
Et on va souvent voir sa culotte, donc c'est charmant. Il s'agit du premier personnage humain du jeu et aussi du premier personnage féminin. Donc ça nous dégoûte un peu. S'étant suivi de longs débats alors, sur le forum Ubuntu.fr, parce qu'il y a un long topic à rallonge qui est dédié au jeu, sur lequel on peut suivre l'actualité du jeu et discuter avec les développeurs du jeu et tout. Et ça a commencé à parler de ce jeu. Moi, je suis vite intervenue en disant c'est quoi ce bordel? Pourquoi Sarah envoie sa culotte? D'où ça sort? Il y a eu un débat, ça a ouvert un deuxième topic. Donc maintenant, sur Ubuntu, on a le plaisir d'avoir un topic dédié à l'affaire culotte. Il faut que j'apprenne à servir un micro aussi. Voilà le chemin parcouru entre la Sarah d'Open Game Art et la Sarah de Super Task Art. Et il persistait à me dire, je vois pas le problème. Oui, parce que Gwen, je t'avais bien dit que je voulais faire un hommage à la princesse Peach, donc il fallait que ce soit une princesse. Depuis quand les princesses montrent leur culotte à tout le monde? Et surtout, depuis quand Peach, dans Mario Kart, porte une robe? Peach, elle a pris ses leçons de sécurité routière, elle porte une combinaison. Bon, elle n'a pas de casque parce qu'il faut porter la couronne par souci de représentation diplomatique. Mais elle a une combinaison. Donc, bon, la mauvaise foi était totale. Et on a eu finalement les mêmes arguments qu'on a toujours dans ce genre de débat, que ce soit sur le forum Ubuntu ou sur le forum de l'équipe de développeurs de Super Task Art. C'était oui, mais c'est pas choquant, c'est qu'une culotte. Alors là, il faut expliquer, ce n'est pas que ce soit choquant, le problème, effectivement, ça va choquer personne, une petite culotte, le problème, c'est que c'est sexiste. Ah, mais ça va pas être sexiste, on pourrait mettre un personnage masculin, c'est juste qu'il n'y a pas de mascotte humain masculine. Parce qu'ils prennent des mascottes de jeux, de logiciels. Et là, ils ont une idée génie. Bah ouais, on pourrait mettre un personnage masculin, ce serait un Écossais en kit et le kit te volerait, ça tirait. Non, le but n'est pas de faire dans le grotesque, on n'a pas besoin d'ajouter un Écossais qui aura rien à faire dans le jeu, il n'y a pas d'Écossais mascotte de logiciel libre, juste pour justifier le fait d'avoir une princesse en petite culotte. Donc ils auraient inventé n'importe quoi, ils étaient prêts à créer un nouveau personnage qui n'a rien à voir avec la lignée suivie depuis des années, juste pour avoir un prétexte d'insérer leur petite culotte, tellement c'était important. Et c'était tellement important que bien sûr j'ai aussi eu droit à l'argument, mais c'est pas important, pourquoi tu nous fais chier avec ça? Il faudrait savoir, c'est important ou ça n'est pas? Après, ils m'ont dit, ouais, mais on peut désactiver les animations sur le jeu, donc tu verras plus la culotte. Donc ça revenait à dire, dans ce cas, il faudrait faire un choix sexisme on-off, c'est ça? Non, soit l'équipe décide qu'elle fait un jeu sexiste, soit elle décide qu'elle ne fait pas un jeu sexiste. Mais ça va plaire à des gens, la culotte. Oui, excuse-moi, depuis quand Super Task Art a besoin de suivre les mêmes prétextes marketing que EA Games? Il n'y a pas les mêmes besoins, il n'y a pas le même public. Depuis quand le but du logiciel libre est de reproduire exactement les mêmes vices que les logiciels propriétaires? Quelle place ça a là-dedans? Est-ce que ça correspond un tant soit peu aux vidéos qu'on peut avoir? Et finalement, ça a fini par me dire que de toute façon, je ne faisais pas vraiment partie de l'équipe, ce qui est vrai. Que non, je ne faisais pas partie de l'équipe de Super Task Art. Ils m'avaient demandé mon aide comme prestataire, on va dire, prestataire bénévole. Et puis après, il avait craché dessus en disant que j'avais bossé pour rien. Non, je ne faisais pas partie de l'équipe. Et dans l'équipe, il n'y a pas de meuf. Ah, zut. Bah comme d'hab, en fait. Et là, en fait, c'est le problème de l'œuf et de la poule. Est-ce qu'il n'y a pas de meuf parce que ça ne les intéresse pas? Ou est-ce qu'il n'y a pas de meuf parce que quand elles voient les jeux que vous faites, elles n'ont pas envie de venir? Super Task Art, c'est quand même soft, hein, ça reste du jeu mignon. Perso, imaginez, voilà, je suis une meuf, je veux me lancer je veux intégrer une équipe de jeux libres parce que j'adore les logiciels libres et j'adore les jeux vidéo. Et j'ai quand même un peu peur parce que non seulement il y a peu de femmes dans le développement, mais dans le développement libriste, il y en a encore moins. Et on peut se demander pourquoi chez nous ça ne marche pas, pourquoi c'est pire chez nous? Eh bien, peut-être parce que les développeurs ont décidé qu'il ne fallait pas faire pareil que les propriétaires, sauf quand il s'agit d'introduire du sexisme dégueulasse. Après, je ne vais pas revenir sur l'attitude macho, communautaire, Marla en a parlé avant. Je suis en train de chercher une de mes images. Il n'y a pas les aperçus, donc je n'ai pas l'habitude. Voilà! Open Arena, mesdames et messieurs.
Alors, si vous n'avez pas compris, il s'agit d'un FPS. Comment? Si vous avez déjà joué à Unreal Tournament, Open Arena, c'est un peu un Unreal Tournament-like. Et voilà un personnage habillé pour commettre des meurtres de masse. Ah non, c'est pas un mini-jeu stripteaseuse comme avec Kratos, non, c'est vraiment le personnage qui se bat là. Enfin, ils ont mis des cache-tétons, il faut avouer qu'il y a de la pudeur. Voilà, j'ai fini ma présentation, je vais passer le micro aux collègues et puis après ce sera ouvert à la discussion plus tard. Ok, donc quand je dis aux gens que je travaille sur les comics, quand ils connaissent pas, généralement ça leur évoque trois choses. Superman, des costumes moulants et des femmes accrochées en des postures improbables. Bon, on ne peut pas vraiment leur en vouloir, puisque c'est vrai que les productions les plus visibles, celles qui sont le plus mises en avant dans les boutiques, sur le marché en général, c'est clairement des séries où le personnage principal est presque toujours masculin et où les femmes sont réduites au rôle de faire-valoir, ou de princesse à sauver, ou de femme forte sursexualisée. C'est-à-dire qu'on retrouve clairement toutes les représentations qu'on a pu évoquer au début de l'après-midi avec Marlar, je ne vous apprends rien. Ce qui est vrai aussi, c'est que depuis des années, la communauté Internet essaie de créer une prise de conscience de ce problème, en créant notamment des Tumblr pour mettre un peu en avant ces images, pour les sortir de leur contexte et montrer pourquoi elles peuvent causer ce problème. Donc par exemple, il y a plusieurs Tumblr, je vous ai laissé les URL comme ça, vous avez peu sans doute pas. Ouais, les nichons ça marche pas comme ça. Donc c'est un recueil d'images anatomiquement fausses et qui mettent en fait en valeur des traits sexualisés évidemment, qui vont toujours être représentés de la même manière et de manière fausse pour un regard masculin. Donc ça c'est Boobs on That Way, ça c'est The Bloodpath Pose, également connu sous le nom de pose boobs et butts. On en a parlé aussi tout à l'heure, cette pose merveilleuse mais douloureuse, qui permet de faire voir à la fois les seins et les fesses des personnages. Il y a un troisième Tumblr qui est cool aussi, qui s'appelle The Hawkeye Initiative. Hawkeye c'est un personnage masculin, un super-héros, qui va être redessiné dans des poses féminines. Ça donne des choses comme ça, appréciées. Donc voilà, il s'agit là de dénoncer la sexualisation des femmes par rapport aux hommes et de montrer que clairement on en fait peut-être un peu trop. Donc, la question qu'on peut se poser, c'est dans quelle mesure cette vision-là correspond à la réalité du monde du comics. Heureusement, c'est pas tout à fait tout le temps comme ça. Je vais essayer de vous montrer pourquoi. Donc, je m'appuie en fait sur un témoignage d'une personne qui vient de l'industrie du jeu vidéo. C'est Eric Stevenson, c'est le directeur d'Image Comics. Donc Image Comics, c'est une boîte moyenne, c'est pas DC et Marvel, c'est en dessous, mais c'est quand même du mainstream. Je sais pas si c'est clair ce que je suis en train de dire. Voilà, c'est les méchants, mais pas trop. Donc Stevenson, en fait, s'est adressé aux gérants des boutiques de comics dans une convention pour professionnels. Donc c'était Comics Pro à Atlanta il y a à peu près un mois. Et il leur donne des conseils pour faire monter le chiffre d'affaires. Alors voilà ce qu'il leur dit. Il leur dit, à l'heure actuelle, les femmes sont la cible démographique représentant le plus fort potentiel de croissance pour l'ensemble du secteur. Mais tant qu'on continuera à présenter les comics à travers l'approche Bim Bang Pow de Marvel et DC, on restera incapable de les toucher. On a appris aux gens à penser que comics égale super-héros Marvel et DC, et les gens en sont restés là. Vous devez faire en sorte que votre magasin soit un endroit agréable pour les hommes, les femmes et les enfants de tous les milieux. Donc ça c'est le conseil révolutionnaire qu'il leur donne en 2014 pour faire monter les ventes. Donc, ce qui est fabuleux, c'est qu'il met clairement le doigt sur trois problèmes. Le premier problème, c'est la fausse équation comics égale super-héros égale Marvel et DC. Les super-héros, c'est clairement le genre majoritaire dans l'industrie parce qu'il est rentable. Et il est rentable parce qu'il capitalise sur une nostalgie de lecteurs qui ont découvert les comics dans les années 50, 60, 70, qui sont majoritairement des hommes et qui ont de l'argent à mettre dans leur passion. Donc c'est pour ça qu'on continue à rester sur le paradigme du super-héros. Mais le problème de ça, c'est qu'évidemment, c'est un genre qui est très peu lu par les femmes et par les jeunes filles parce qu'elles se sentent, elles ne se reconnaissent pas dans les enjeux ou dans les personnages qui sont mis en scène. Donc heureusement, il y a certaines séries comme Saga, que j'avais dans l'introduction, qui est justement une production d'Image Comics, tout est lié, qui échappe au paradigme du super-héros et qui là connaît une réponse très enthousiaste de la part des lectrices, puisque c'est quand même la meilleure vente d'album 2013 aux États-Unis et c'est dessiné par une femme. Donc voilà, il y a quand même des choses qui se passent. Mais un deuxième problème, c'est que le reste de la production, à part les gros hits comme Saga, la production non super-héroïque reste très marginalisée et quasiment invisible pour les gens qui ne connaissent pas. Donc si on est en dehors du circuit fermé des amateurs de bande dessinée, on ne va pas y entrer, parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a. Et ça amène un troisième problème, qui est le problème que les boutiques de comics, à tort ou à raison, sont souvent considérées comme des repoussoirs pour le public féminin, en tout cas aux États-Unis. C'est-à-dire qu'on a en
encore une fois un phénomène de communautarisme, de fans masculins qui sont très soudés et qui vont tendre à exclure des personnes du dehors. Donc, ça c'est l'état des lieux fait par Stevenson. Évidemment, c'est un peu caricatural, mais merci. Et il reconnaît d'ailleurs à d'autres endroits de son discours qu'il y a eu des précurseurs à l'âge qui se sont adressés à un public mixte très tôt. Donc je vais juste essayer de vous montrer 2-3 choses, de vous faire une série très rapide des comics pour femmes. Ça va prendre une minute, mais ça vous donnera peut-être quelques idées. Donc d'abord, évidemment, il y en a toujours eu. Dans les années 60, avec le féminisme aux États-Unis, il y a 8 Babe et Women's Comics qui sont des magazines dessinés par des femmes pour des femmes. C'est à peu près la seule fois. Mais bon, ça s'est passé, donc ça existe. Par la suite, il y a des indépendants aussi qui vont développer des discours et des intrigues un peu différents. ElfQuest, qui est dessiné qui est scénarisé par un couple, je crois que c'est la femme, c'est madame qui dessine, mais elle co-scénarise aussi. Donc c'est de la fantasy. Et Love and Rockets, qui est une autre série qui est très souvent citée par les femmes fans comme une porte d'entrée facile dans le monde du comics. Il y a beaucoup de femmes qui disent j'ai commencé en lisant Love and Rockets et après j'ai lu d'autres choses. Donc ça parle d'une communauté mexicaine aux États-Unis, donc c'est aussi représentatif sur le plan de la race, entre guillemets. Je ne vais peut-être pas trop revenir là-dessus. Moi, ce dont je vais vous parler, c'est Sandman, qui est là, vous le dites en bas. Parce que ce qui m'intéresse, c'est que c'est quand même une production de DC Comics, donc la maison qui a fait Superman et Batman. Donc ça veut dire que même parmi le mainstream, parmi les grands éditeurs, il y a des séries qui ont servi de porte d'entrée au monde du comics pour les femmes. Donc je vais prendre juste un petit peu de temps pour vous parler de Sandman, ça va être en fait mon exemple. Et comme c'est une série très longue, qui fait quasiment 2000 pages, qui fait 10 volumes, il fallait que je choisisse, donc j'ai choisi de vous parler du topos de La Demoiselle en détresse, ce qui colle parfaitement avec ce qu'a dit Marlar avant, donc ça tombe bien, puisque le topos de La Demoiselle en détresse est évidemment un topos chéri du jeu vidéo, mais il connaît aussi de jours heureux en bande dessinée. Donc, Sandman, c'est une série qui est majeure aux États-Unis, qui, pour des raisons que je ne m'explique pas complètement, est totalement obscure en France. C'est dû partiellement à des problèmes de traduction, mais pas seulement, enfin, on ne voit pas trop ce que c'est. Globalement, c'est une série qui raconte l'histoire de Dream, donc qui est une sorte de dieu qui incarne le principe du rêve, et donc qui va avoir des interactions avec d'autres dieux, avec des mortels, etc. Et la série se distingue par le large éventail de personnages féminins qu'elle propose. C'est-à-dire qu'on trouve toutes sortes de femmes, issues de toutes sortes de milieux, de tous âges, de toutes ethnies, et même de toutes orientations sexuelles, et même des personnages trans, ce qui, dans les années 90, relève du miracle. C'est encore l'époque à laquelle on dit aux créateurs que ne faites pas de série avec des personnages féminins, parce que les personnages féminins, ça ne fait pas vendre. Donc on comprend bien pourquoi, dans ce contexte-là, la démarche du scénariste de Neil Gaiman de représenter les femmes telles qu'elles sont dans la vraie vie a trouvé vraiment un écho vers le public féminin qui du coup, a commencé à s'intéresser au monde du comics. Donc, pour vous donner un exemple particulier, pour parler de Demoiselle en détresse, je vais vous parler du personnage de Nada, qui est donc le love interest de Dream. Et donc le récit s'articule en 2 parties. Donc voilà Nada. Donc la première partie du récit se déroule sur un ton très mythique en fait. On vous explique que c'est une histoire qui se passe il y a fort longtemps et que c'est de l'ordre du mythe. Donc le roi des rêves, Dream, tombe amoureux d'une mortelle, Nada, qui est une princesse africaine, plus ou moins, donc qui a 16 ans, mais qui est la femme la plus belle et la plus sage qui puisse exister. Donc ils se rencontrent, ils tombent amoureux, ils sont amoureux mutuellement. Hein. Simplement, Nada sait que l'union entre les mortels et les dieux apporte le malheur. Donc en fait, par souci de responsabilité pour son peuple, sur lequel ne peut pas attirer le malheur, elle refuse de devenir la femme de l'homme qu'elle est. D'accord ? Donc je vous passe quelques détails, mais la conclusion de tout ça, c'est que Dream est furieux qu'on se refuse à lui comme ça, et condamne Nada aux enfers pour toujours. Donc elle passe à peu près 10 000 ans aux enfers. Voilà, donc ça c'est la première partie qui est clairement d'inspiration mythique, donc le schéma d'oppression des femmes, je crois que j'ai une autre image. Voilà, donc vous avez l'image typique avec le héros masculin qui parle, qui est un peu menaçant, et puis le visage muet de Nada qui est complètement... Enfin, bon, c'est toujours l'idée que le personnage féminin ne peut pas s'exprimer et ne parle pas. Je ne vais pas développer là-dessus, mais... Donc on a cette espèce de mythe d'oppression féminine. Et ça se complique ensuite, parce qu'il y a un deuxième récit qui se
passe 2 volumes plus tard, qui cette fois a lieu à l'époque contemporaine, et c'est un peu différent, puisqu'il y a l'intervention d'un autre personnage féminin, la sœur de Dream, donc Death, que vous avez là, qui est l'incarnation de la mort, hein, et qui va en fait faire la morale à son frère en lui rappelant que c'était quand même pas très cool ce qu'il avait fait. Donc je vous traduis pas tout, mais de toute façon vous savez lire l'anglais, mais donc il essaie de se défendre en disant oui, mais j'aurais fait d'elle une déesse et tout, et Death lui dit mais tu sais peut-être qu'elle avait pas envie d'être une déesse, faudrait peut-être se poser la question. Et en tout cas, la condamner aux enfers juste parce qu'elle a refusé tes avances, c'était quand même vraiment minable. Donc Dream, qui a quand même un code de l'honneur, décide de se rendre aux enfers pour délivrer Nada. Donc on a un motif mythologique, orphique, de descente aux enfers, pour délivrer la femme qu'on aime, sauf que la demoiselle en détresse, c'est quand même lui-même qui l'a mise en détresse. Donc, en fait, le motif orphique, au lieu d'être un moyen pour le personnage principal de se faire valoir en tant que héros, libérateur de la femme, tout ça, en fait, ça se présente juste comme une rédemption et comme une façon de réparer une faute grave qui a été commise envers le personnage féminin. Et la morale de tout ça, à mon sens, c'est que si les femmes ont peut-être besoin d'être délivrées parfois, mais c'est quand même avant tout parce que c'est les hommes qui les ont enfermées quelque part. Donc, voilà. Donc, tout ça pour vous dire que... je passe encore une image, mais voilà. C'est là, c'est marquant. Donc, ce qui ressort de ça, c'est qu'il y a une forte inspiration mythologique dans Sandman, qui fait que certains personnages féminins, effectivement, sont pris dans des rôles subalternes, qui sont liés aux représentations mythologiques et historiques du patriarcat, et qui donnent lieu à des topos comme la demoiselle en détresse. Mais globalement, ce qui ressort de l'œuvre, à mon avis, et les critiques sont d'accord avec moi, c'est quand même que globalement, il y a un parti pris féministe assez clair, à la fois politiquement, en dénonçant les structures patriarcales qui amènent à ça, et aussi artistiquement, en mettant en avant l'importance des personnages féminins dans le récit, pour montrer ce qu'ils peuvent apporter à la bande dessinée américaine. Voilà. Merci d'être encore là, j'ai envie de dire. Passer la dernière, bon, le meilleur pour la fin, voilà, je voulais la faire, c'est marrant. Non, la fin, donc merci d'être là parce que c'est autant difficile pour moi que pour vous. Donc moi, finalement, mon intervention, elle est bien à la fin, finalement, parce que je vais parler de réception et je vais parler aussi d'ouverture, de tout ce qu'on a vu, et du côté des joueuses. Parce que, je vous l'ai dit rapidement tout à l'heure, je fais ma thèse en sociologie à Toulouse sur les joueuses de jeux vidéo, et j'ai été financée pour ça. Donc ça bouge, voilà. Tout ça pour dire que ça bouge. C'est pas pour me valoriser, j'ai eu un financement, non, ça bouge, c'est bien. Donc initialement, rapidement, parce que résumer sa thèse en 15 minutes, c'est juste impossible, puis je vais pas parler de ma thèse en fait. Je travaillais sur les MMORPG, et ça a bougé depuis 1 an et demi environ. Maintenant, je travaille aussi sur tous les types de jeux, parce que j'ai vu que les joueuses de mon échantillon avaient migré vers d'autres types de jeux, et qu'elles avaient une pratique assez plurielle finalement des jeux vidéo. Maintenant, elles jouent à League of Legends, elles vont jouer aussi sur smartphone, et c'est des vraies joueuses entre guillemets. Et voilà, donc je m'adapte vraiment à l'actualité de la pratique. Pour revenir sur la genèse de mon intervention, donc je tiens à remercier Vanina, parce que c'est avec elle que j'ai construit tout ça, à travers des rendez-vous Skype, on en a parlé. Et voilà, elle a essayé de m'insérer un peu à la dernière minute dans cette journée, je la remercie. Concrètement, qu'est-ce que je vais vous proposer aujourd'hui? C'est quelque chose d'un peu mouvant, c'est de l'empirique, donc c'est que du terrain. Il n'y a pas du tout de théorie, c'est vraiment mon terrain et mon rapport au terrain que je vais vous proposer. Donc c'est ouvert au débat, il n'y a rien de figé, je ne vais pas en faire un article après, voilà, c'est quelque chose de vraiment mouvant, je tiens à le préciser. Ce n'est pas des conclusions, ce n'est pas des résultats, c'est des choses que j'ai essayé de tirer de mes entretiens et de mes observations. Oui, rapidement, tout ce que je vais vous dire aussi, ça vient de ma méthodologie. J'ai une méthodologie assez particulière, donc je suis un peu à la frontière entre l'anthropologie, l'ethnographie et la sociologie. Je fais des immersions domestiques. Qu'est-ce que c'est que ça? Donc concrètement, je m'incruste chez les gens et chez mes joueuses. Non, chez les joueuses, parce que c'est pas les miennes, j'ai tendance à dire mais à chaque fois. Mais c'est des êtres humains aussi, elles ont une vie à part entière. Mais voilà, je dis toujours mes joueuses, mon échantillon, parce que concrètement, je vais passer des journées, des nuits, chez elles, et je vais les observer en train de jouer. Non, je ne suis pas une psychopathe, ne me regardez pas comme ça. Mais tout ça pour essayer de mieux comprendre leur pratique et voir le quotidien, vraiment observer la pratique en train de se faire. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Je ne travaille pas sur la violence ou sur l'addiction. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les pratiques des gens, et concrètement, comment ils font au quotidien.
et comment le jeu vidéo est une passion pour ces joueuses-là, et comment elles le valorisent, etc., comment elles en parlent. Et ça passe par le fait de m'incruster chez elles dans des longues temporalités, on va dire. Oui, donc finalement je discute de ça pour mon intervention, je parle de ma méthodologie, et concrètement je regarde le programme, et je vois qu'il y a Marlar qui va parler, et je me dis, bon, ben finalement, Marlar elle est présente aussi sur mon terrain, elle est partout. Non, j'ai arrêté, je vais la mettre mal à l'aise. Mais elle est présente sur mon terrain, parce que concrètement, les joueuses, elles m'en parlent. Et moi, ce qui m'intéresse ici, rapidement, pendant ces 15 minutes, c'est de revenir un peu sur la réception des articles de Marlar et des articles d'Anita aussi aux États-Unis, et de voir concrètement comment les joueuses en parlent et comment elles le vivent. Donc j'ai essayé de revenir sur mes entretiens, etc. Je vais laisser tomber mes notes. Elle m'énerve. Donc je suis revenue dans mes entretiens, j'ai essayé de plonger dedans, et j'ai essayé de vous proposer aujourd'hui, je le soumets au débat vraiment, des figures, des archétypes, des réactions des joueuses face à ce discours-là de déconstruction de la domination masculine. Donc on a plusieurs cas de figure. Au début je voulais en faire 2, mais finalement c'est une réception qui est plurielle. Et voilà, donc je vais essayer de le faire rapidement parce qu'en 15 minutes c'est juste impossible, mais voilà. Je vous ai donné des extraits d'entretien et des extraits d'observation. Donc, premier type de réaction face aux articles de Marlar et à l'initiative d'Anita, c'est une méconnaissance tout simplement. Les joueuses ne connaissent pas ces articles, ne connaissent pas ces vidéos. Et voilà, je vous donne un extrait d'entretien. Moi, tu sais, l'actualité geek, j'ai pas tellement le temps de m'intéresser à ça. Et puis, j'ai pas Facebook, j'ai pas de smartphone et ça m'intéresse pas. Oui, ça existe. Il y a des joueuses de jeux vidéo qui n'ont pas de smartphone, qui ne sont pas sur Twitter ni sur Facebook et qui ne veulent pas consciemment y être. Il y a un certain rejet de tout ça. C'est souvent des joueuses qui travaillent à côté et qui ont à peu près 35-40 ans et qui veulent consciemment ne pas être sur ces plateformes-là. Donc là, l'initiative, elle vient de moi. Je dis, tu connais Marlar, tu connais son boulot, tu connais Machisme Haute Fréquence, tu connais Anita. Ah non, je connais pas et limite, j'en ai rien à faire, quoi. Voilà. Bon. C'est aussi une des figures. Autre figure, il y a une connaissance partielle de ces travaux-là et un certain désintérêt. Donc là, je vous ai mis une citation. J'ai pas lu l'ensemble des articles, c'est trop long et puis ça fait trop de bruit. Je veux pas prendre parti, c'est pas mon truc. Donc là, ce type de réaction, c'est concrètement le débat qu'il y a eu autour et le fait que ça fasse autant de bruit, ça fait peur aux joueuses. Elles ne veulent pas s'intéresser, c'est un peu la figure de la joueuse suisse, quoi. C'est je veux rester neutre. Je veux rester neutre, je ne prends pas parti, ça ne m'intéresse pas. Voilà, tu m'embêtes avec ton truc parce que là, ça vient aussi de moi. Et vous vous doutez que voilà, quand j'arrive sur mon terrain avec ça aussi, il va falloir que je le retravaille, que je le déconstruise. Mais voilà, ça suscite un certain nombre de questions. Voilà, l'objet comme déclencheur aussi de conversation, je le fais aussi consciemment. Mais voilà, elles me disent, ben, c'est quoi ça a l'air sympa, c'est quoi voilà. Et souvent, voilà, il y a des joueuses qui sont pas intéressées tout simplement par ça. Il y a aussi des joueuses qui rejettent totalement ça et qui me disent, une de mes joueuses me dit, enfin une des joueuses me dit que t'as vu passer, donc là ça vient d'elle hein, parce que elle se doute que je suis au courant, donc t'as vu passer les articles de Marlar, c'est la féministe qui tape sur les geeks, franchement. Bon, j'ai pas lu les articles, mais bon, faut pas toucher aux geeks qui sont sympas, c'est pas tous des cons machos, faut pas déconner quand même. Voilà, je me souviendrai toujours de quand elle m'a dit ça. Et voilà, c'est vraiment un rejet qu'elle a, et pour elle, c'est... là, ça reprend encore tous les commentaires et toutes les critiques que tu as pu avoir. C'est, en gros, touche pas à ma communauté, on est des gens gentils, et il n'y a pas de problème, quoi. Donc là, il y a un véritable rejet du discours, et la déconstruction ne se fait absolument pas, et les joueuses vont se sentir attaquées par cette forme d'initiative. Heureusement, il y a d'autres types de réactions. Donc il y a une certaine appropriation et ça fait résonance avec la trajectoire biographique des enquêtés. Une de mes enquêtées me dit « j'ai lu les articles de Marlar, je la soutiens, c'est cool, elle a raison, je vis la même chose. » Et juste après ça, elle me prend la main, elle me dit « Viens,
On va dans la chambre de sa fille, elle me dit « Regarde, j'ai acheté des Lego ». Voilà. Donc, elle va se servir de ces articles-là. Elle va d'ailleurs, et ça c'est important de le souligner, parce que je les suis aussi à travers les réseaux sociaux et Facebook. Je suis amie avec elle, notamment sur Facebook, pour cette personne-là. Et elle va systématiquement relayer l'actualité. Elle ne va pas trop faire de commentaires dessus, mais ces articles vont servir de prise de conscience. Et elle va essayer de le partager avec son groupe des pairs, donc ses amis, son cercle d'amis. Et elle va essayer de se servir de ces articles comme vraiment support de prise de conscience pour faire un peu bouger les choses. Quatrième figure, c'est la figure en général de la joueuse qui a fait des sciences humaines et sociales et qui a été sensibilisée au discours féministe. Je ne m'inclus pas du tout dans ça, évidemment, mais voilà, elle a connaissance des travaux féministes et bon, Marlar, c'est très important, enfin, l'initiative de Marlar, l'initiative d'Anita, est très importante pour elle. Et elle me dit, tu dois, déjà la distinction, c'est tu dois connaître Marlar. Ça c'est fait. Enfin, quelqu'un qui prend la parole, donc voilà, véritable libération. Le féminisme fait bouger les cases, notre communauté est malade. Et ça c'était juste génial parce que notre communauté est malade, elle reprend un élément du titre d'un des articles de Marlar et elle me fait un clin d'œil, elle sourit et là il y a une connivence entre nous parce qu'on sait de quoi on parle toutes les deux. Donc voilà, 4 types de réactions face à ce type d'initiative-là. Donc là je reprends ma casquette de sociologue et ce qui m'intéresse finalement, je ne sais pas si à terme je vais... ça pose débat parce que j'en ai parlé avec mon directeur et ma directrice de recherche. Ça pose débat, je ne sais pas si je vais l'intégrer dans ma thèse, c'est encore à négocier. Parce que même à l'université, quand on parle, je suis filmée, de féminisme, de réaction, d'engagement, c'est compliqué. Mais bon, à voir, à négocier. Donc ce qui m'intéresse finalement, c'est les différents degrés d'engagement et de réception face à ça. Concrètement, qu'est-ce qu'en font les joueuses? Est-ce que ça change des choses? Est-ce que ça ne change rien? Comment elles s'approprient les articles? Je vous en ai un peu parlé là, elles vont le relayer à travers les réseaux sociaux. Il y en a, ça va être vraiment une prise de conscience, ça va être un rejet, voilà. Il y a vraiment une réception plurielle face à ces articles-là et face à ce type d'initiative. Il y a aussi la question d'accès au dispositif. Donc évidemment, les joueuses qui ne connaissent pas l'initiative de Marlar, d'Anita ou de Machisme Autre Fréquence, etc., ou Féministe Frequency, c'est des gens qui, voilà, quand on est joueuse de jeux vidéo, on n'a pas forcément accès à l'ensemble des possibilités et on peut voilà, méconnaître le discours à cause de ça. En fait, ça s'explique aussi par ça. Il y a aussi une certaine forme de déterminisme. Quand je vous ai parlé de ma joueuse qui me disait oui, j'ai acheté des Lego à ma fille, je soutiens, c'est cool, je vis la même chose, donc on a vraiment une assimilation à la trajectoire biographique. C'est une joueuse qui joue à Call of Duty. Donc, vous vous doutez que dans le temps de jeu, des anecdotes sexistes et du harcèlement, elle en a beaucoup. Voilà. Ça va être aussi des joueuses, par exemple, qui vont jouer à League of Legends. Mais les joueuses qui méconnaissent souvent les travaux, et qui ne s'intéressent d'ailleurs pas à ça, c'est des joueuses qui vont jouer, par exemple, au MMO, avec leurs collègues, avec leurs amis. Donc elles ne vont pas être confrontées, finalement, à ce sexisme-là, et la prise de conscience ne va pas être la même, forcément. Donc, importance du déterminisme et des types de jeux que ça engendre. L'accessibilité du discours. Oui, je vous l'ai mis parce que, évidemment, la résonance des articles et la résonance de la prise de parole ne va pas être la même si on connaît Christine Delphi, si on lit des pentes, etc., etc. Si on a accès, vraiment, si on a les outils aussi pour pouvoir s'approprier ce discours et ce message-là. Donc il y a aussi cette variable qui joue. Et moi, voilà ce que j'aimerais voir à terme dans ma thèse, parce que ça fait 5 ans quand même, c'est horrible de dire ça, ça fait 5 ans que je travaille sur ce sujet-là, et j'en ai pas marre, c'est ce qui est génial. Ça fait 5 ans que je travaille sur ça, et ça fait 5 ans que je suis mon échantillon de base. Et ce qui m'intéresse, voilà, c'est de voir les impacts. Quand je vous ai dit qu'il y avait une joueuse qui me prenait par la main et qui me disait « Regarde, j'ai acheté des Lego pour ma fille », voilà, c'est ça aussi qui m'intéresse à moi, c'est de voir les impacts finalement que ce type d'initiative va avoir s'il y en a. Voilà. Moi, j'aimerais essayer de décoder tout ça, quoi. Et à terme,
Bon, je voulais parler de Haraway, je voulais parler, mais je n'aurai pas le temps, et puis je suis fatiguée, on est tous fatigués. Mais voilà, quelles sont les formes d'action possibles? On a commencé déjà à en parler, mais voilà, c'est bien qu'il y ait des sites de veille, c'est bien qu'on fasse bouger les choses, mais concrètement, voilà, comment on va réussir à faire dépasser tout ça et à faire avancer les choses? C'est les principales critiques que j'ai quand j'expose mes travaux, c'est « Ouais, t'es bien gentille, Jessica, mais c'est une cinquantaine de féministes énervées comme toi, et puis au final, ça ne va pas faire bouger grand-chose. » Mais je ne suis pas persuadée, à voir. Et voilà, c'est ça qui m'intéresserait de faire à terme aussi dans ma thèse. Merci. Donc maintenant, on va passer aux questions. Et là, le but, c'est vraiment qu'il y ait un débat entre nous tous. Donc, posez autant de questions que vous voulez. Alors, il paraît qu'on doit partir à 19h, mais au pire, on plante des tentes, on fait venir la presse, c'est marrant. Oui, je voulais rebondir sur quelque chose qui me semble avoir été esquissé dans les différentes interventions cet après-midi. L'idée que les communautés geeks donc, sont minoritaires et qu'il y a un rejet, qu'elles se construisent par opposition à ce que les non-geeks sont ou sont supposés être, c'est quelque chose que j'avais remarqué aussi plus spécifiquement dans le cadre du logiciel libre, où en faisant la remarque sur une plateforme de logiciel libre, que quelqu'un venait en l'occurrence d'utiliser une insulte homophobe, la réponse était on n'est pas sur Xbox Games ici. C'est-à-dire voilà, qu'il y avait ce sous-entendu que c'est cette impression dans les communautés geeks que la lutte contre le sexisme serait quelque chose d'accepté dans la société et que ça aurait soi-disant un côté subversif de continuer à faire exprès d'être des gros bourrins sexistes. C'est quelque chose que j'ai vu plusieurs fois, quoi, justement que il y a une impression fausse, mais que la société est en train de se débarrasser du sexisme et que les petites communautés seraient les derniers endroits où on trouve des gens qui osent être sexistes, comme si c'était extraordinairement révolutionnaire. Oui, et d'ailleurs, on en avait parlé lors d'une intervention avec Marla, il y a cette idée, je suis d'accord avec toi, de défense de la citadelle. Enfin, on a un peu théorisé comme ça. C'est laissez-nous entre nous, c'est le seul lieu encore où on peut s'exprimer. Et il y a aussi cette idée de s'exprimer librement. Pourquoi le sexisme aussi serait une manière de s'exprimer librement aussi. Le politiquement correct. Le politiquement correct, voilà. C'est ce qu'on entend le plus, j'en ai des exemples aussi. Je cite pas de nom parce que je pense que... Non, je sais pas si elle m'entend. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui connaissent aussi. Il y a vraiment ce truc, après il y a le faux outil de la liberté d'expression qui est terrible, qui sert aux sexistes. L'ironie et la liberté d'expression et le fun, c'est les trois gros outils auxquels j'en veux personnellement par exemple. Qui permet, après il y a tout un truc sur les geeks, genre les geeks on est trop cool, on est subversif, du coup comme maintenant la société elle admet les homos, maintenant on s'en moque, mais au fond on est hyper humaniste, mais on se moque mais au fond on les aime, mais c'est parce qu'on est encore plus cool que ceux qui sont considérés comme cool, donc ceux qui sont considérés comme cool ils aiment les gays, nous faut qu'on fasse comme si on n'aimait pas, et ça crée des trucs hybrides, où ils se perdent eux-mêmes dans, c'est des trolls quoi, comme je crois que tout le monde connaît le terme ici. Ce qui n'est pas très geek, le troll, c'est celui qui fait des blagues sur les forums ou un peu partout. Et c'est vrai que c'est dramatique. Moi, je suis un joueur pas gros, je joue à WoW et LoL, quoi. J'ai pas de console. Mais il y a beaucoup de réflexions sexistes ou racistes. En fait, c'est de l'humour. Enfin, ils disent à la fin, en fait, c'est de l'humour. Au bout d'un moment, attends, t'es pas gay, hein, parce que c'est de l'humour. Et au final, s'il y avait un gay, il est blessé. Et c'est pas une excuse valable. Et ouais. Oui, ça me fait penser au fait que souvent dans les petites communautés, mais c'est pas typique à l'informatique, mais après je parle de ce que je connais un peu mieux, que ce soit dans des petits groupes de libristes, ou dans une équipe de développement, ou dans un fandom d'un jeu ou d'un film, ou un fandom geek on va dire, ont l'impression qu'on peut ne pas s'y intéresser, qu'on peut se permettre de ne pas s'intéresser au sexisme, au racisme, au classisme. Parce que là, on est là pour parler, par exemple, de Game of Thrones. Donc pourquoi est-ce qu'on est à dire que c'est pas bien de dire des insultes sexistes? Moi, si sur mon forum de Star Wars, je veux être sexiste, je peux, c'est mon droit.
Et c'est complètement ignorer l'aspect politique qu'on peut avoir un espace d'expression publique. Un forum, c'est sur Internet, tout le monde peut le voir, tout le monde, en théorie, tout le monde peut y participer. Mais s'il y règne une ambiance complètement hostile envers les femmes, envers les homos, envers les noirs, comment voulez-vous parler de liberté d'expression? Et j'ai vraiment cette impression que beaucoup de gens considèrent que la politique, c'est juste des partisans. La politique, c'est ce que tu fais, c'est ce que tu dis, c'est les décisions que tu prends. Si tu prends la décision de dire des choses sexistes sur un lieu que tu administres, alors tu prends aussi la décision que les femmes, si elles ne s'y sentent pas à l'aise, tant pis pour elles. Et le résultat, c'est qu'il y en a plus. Juste, rapidement, pour rebondir d'ailleurs sur l'intervention de Mehdi, on est en train d'écrire avec deux collègues à moi un article sur les LAN de League of Legends. Et il y a aussi cette construction aussi de la masculinité. Ça a été dit tout à l'heure, le rejet de l'autre, ça va nous permettre aussi de se construire en tant que communauté. Et c'est, voilà, dire putain, fais chier, PD, va. Voilà, ça c'est un truc qui revient systématiquement à LAN. Et c'est pas choquant parce que pour eux, ça fait partie des traditions de la LAN. Et on se reconnaît aussi comme ça, avec cet humour-là. Et on est bien entre nous, entre mecs. Et la culture aussi, les jeux vidéo se construit aussi par ça pour nous. J'allais juste rajouter un autre truc, mais tu vas me dire, puisque c'est toi le sociologue et pas moi, une analyse qu'on entend souvent, c'est simplement c'est des gens qui, à la base, ont été marginalisés parce qu'ils avaient une passion qui ne correspondait pas au bon, je sais maintenant c'est le mainstream d'aimer les jeux vidéo, mais ça n'a pas toujours été le cas. Et donc les gens qui aiment les jeux vidéo, à la base, sont des gens qui déjà ne répondaient pas forcément à des stéréotypes de masculinité comme elles peuvent être véhiculées dans d'autres, je veux dire, socialement en général, et que du coup ce serait une réaction de contre... comment dire, on est en marge de ce qui est acceptable, donc on crée notre marge et nous-mêmes on va marginaliser pour... J'imagine que ça fonctionne à peu près comme... Oui, non, j'ai rien. Alors, il y avait une réaction, après je vais... Alors, en fait, j'ai envie d'ajouter un petit truc juste par rapport à ce que tu viens de dire. Oui, c'est une réaction de marginaux mecs. Parce que les filles qui font des jeux vidéo, qui sont tout aussi marginalisées, elles ne sont pas créées en communauté misante. Voilà. Donc c'est quand même une réaction marginalisée qui estime que c'est scandaleux qu'on les marginalise, parce que quand même au fond, ils sont des mâles blancs, de milieux socio-professionnels moyens, et donc normalement, à part le jeu vidéo, ils auraient tout pour être quand même dans le groupe des dominants. Bon. Alors maintenant, je reviens à ce que je voulais en dire. C'est... à un moment, je travaille sur le logiciel libre et sur les gens qui font du libre, d'autant plus que j'avais été contactée par la personne qui fait Linux Magazine pour faire un article sur les femmes dans le logiciel libre. La première version de l'article que j'ai fait l'a fait sauter en l'air en disant c'est scandaleux, comment on peut dire qu'on est sexiste dans le logiciel libre. S'il n'y a pas de femmes, c'est pas qu'on est sexiste, parce qu'on est ouvert, tout le monde peut venir, elles ont qu'à venir. Bon, c'est des touchants de naïveté, à part ça pas côté. C'était juste après qu'ils avaient fait un calendrier de veille avec le titre des Bootstrap Me pour mais c'était pas sexiste parce que juste c'était drôle, on faisait un jeu de mots. Enfin, il m'a expliqué le jeu de mots quand je n'avais pas capté. Bon. Alors, pour revenir là-dessus, donc j'ai passé beaucoup de temps à lui expliquer. Et globalement, il était sur deux arguments que j'ai retrouvés dans d'autres études qui ont été faites sur le logiciel libre. C'est que, on a une culture de l'excellence. Donc des hommes, des femmes ou des castors, on s'envole du moment qu'ils soient brillants. Et quand on est intoxiqué à cette culture de l'excellence, on imagine que les gens qui n'y sont pas, c'est qu'ils ne sont pas assez bons. Et ça évite de se poser des questions sur pourquoi ils n'y sont pas, parce qu'on est convaincu. Mais ce phénomène-là, on l'a aussi à l'université. Après tout, s'il n'y a pas tant de femmes à l'université, c'est qu'elles ne sont pas excellentes, parce que nous, on reconnaît la compétence, etc. Donc pour le coup, ce n'est pas complètement propre au libre ou à l'informatique. Et la deuxième chose, qui est plus perverse, c'est la cooptation. C'est-à-dire que pour progresser dans le logiciel libre, par exemple, quand on crée une divergence entre deux programmations, quand un programmeur laisse tomber et passe la main à quelqu'un d'autre qui va ensuite poursuivre, il coopte. C'est-à-dire qu'il dit, toi, tu seras mon poulain, lui, je pense qu'il est bon, ou alors les gens de la communauté votent pour tel développement, estiment que le développement est bon, et le développement se poursuit, etc. Ce phénomène de cooptation qu'on a dans des tas d'autres endroits, dont l'université, c'est quand même la meilleure façon de se reproduire. C'est-à-dire on a tendance à se coopter entre personnes de même sexe, de même culture, qui font les mêmes blagues, qui sont de même couleur de peau, qui sont au même milieu, qu'on joue à Tetris quand on les a vu 2 ans, j'en sais rien. Mais on se coopte entre semblables. Donc tant qu'il n'y a pas de femmes, il n'y a pas de femmes. Parce que pour se coopter dans quelque chose d'un peu différent, il faudrait qu'il y ait un espèce de petit début, donc on commence à avoir des femmes. Et à l'époque où j'ai écrit ça,
Dans Perles, il y avait quelques femmes et on commençait à avoir des directions où il n'y avait que des femmes. Donc après qu'on ait discuté beaucoup, finalement le gars il a accepté mon article, mais pas dans Linux Magazine, mais dans Linux Pratique parce qu'il est plus de lectrice. Donc j'ai dit que j'étais dans Modes et Travaux Linux. Oui, mais c'est aussi un phénomène, la méritocratie chez les geeks, c'est un phénomène pervers parce que, en fait, si t'es noob, t'as rien à dire, parce que quelqu'un, même si c'est le parfait connard, il a le droit d'être un connard s'il est très compétent techniquement. Alors moi, je comprends pas la logique qui est derrière ça, perso. C'était pour rebondir ce que tu disais là sur le fait de vidéo quotidien. Je pense que c'est quand même important de se souvenir aussi que les jeux vidéo, c'est un peu le lieu de l'interdit aussi, parce que c'est un endroit où on a le droit de violer, de tuer, de faire tout ça, et c'est enfin voilà, c'est la belle copie, c'est quoi, c'est juste comme dans les matchs de foot, c'est l'endroit où on a le droit de cracher, d'insulter, de machin. Et les jeux vidéo, c'est un endroit où je pense du coup les gens se mettent dans c'est un réservoir de l'immoralité, c'est l'endroit où tu peux faire tout ce que tu peux pas te permettre de faire en société, donc du coup ça devient un combat encore plus difficile que dans un autre endroit. C'était pour vous demander, en fait, là, depuis le début, en fait, on parle de la communauté geek comme s'il y avait une seule communauté geek, mais... Enfin, je pense que il y en a des biens, hein. Voilà, enfin, il y a plusieurs sous-groupes à l'intérieur de la communauté geek, et par exemple, les gens qui vont jouer au MMORPG, par exemple, qui vont participer sur des forums, les gens qui vont jouer à tous les jeux qui demandent de travailler de manière générale, vont avoir des rapports sociaux différents que par exemple les gens qui se réunissent sur un forum pour discuter de comment, c'est pas les gens qui jouent à SimCity par exemple pour discuter chacun, vu que comme ils ne sont pas forcément dans ce type de compétition, comme ils ne sont pas obligés d'avoir un rapport social pour jouer au jeu, ils vont avoir, je pense, une attitude différente face aux autres. À partir du moment où on est obligé d'avoir un rapport social pour jouer, au final, on est plus prompt à tomber dans l'insulte et dans les insultes à caractère sexiste. Il y en a énormément dans les MMORPG. Il y a des forums entiers dans les MMORPG où il y a des listes d'insultes assez impressionnantes. Aussi, il y en a aussi. C'est malheureusement. C'est une violence généralisée. Oui. L'exemple, c'est que qui veut prendre la parole parce qu'il y a Ouais, là. Je vais juste répondre. levez la main ceux qui veulent répondre. Oui. Ouais. Pas de demi-main. Alors, Moi, juste pour te répondre très vite, le problème, c'est pas les 95% de gens bien, c'est les 5% qui vont ouvrir leur gueule, en fait. Et c'est toujours les mêmes. Enfin, mais ça marche dans tous les domaines, sur Internet en général. Va sur le monde, et regarde, c'est toujours les 3 mêmes gars qui commentent et qui s'écharpent pendant des heures, mais c'est vrai, et c'est un mécanisme aussi qui est renforcé par Internet en général. Par le fait qu'on est anonyme et qu'on peut répondre et qu'on peut reposter et que ça peut s'entretenir à 2 ou à 3 pendant 2 heures. Mais sauf qu'au final, ce qui est visible, c'est ça. Et tant pis pour les 95% qui étaient cool, quoi. Juste rapidement, l'exemple des LAN. J'ai été effarée sur 50 mecs, bon il y avait 3 filles, et bon là c'est pas une minorité qui va jouer à Dead or Alive et qui va s'éclater pendant des heures à faire bouger la poitrine des personnages. C'était tout le temps. En fait, ils se relayaient entre chaque pause de partie. Donc il n'y a pas qu'en ligne qui est là le problème aussi. Voilà, oui, non, mais il y a des pratiques plurielles, et je l'ai dit, voilà, il y a des dispositifs qui sont différenciés, il y a des pratiques plurielles, évidemment, mais ce type de pratique se retrouve aussi, pas qu'en ligne, et de manière massive aussi. Malheureusement, il y en a aussi, quoi. Ça me rappelle une anecdote, c'est quand j'étais au lycée, j'ai eu là, mais j'ai enfin trouvé quelqu'un qui, comme moi, aimait les jeux vidéo, mais n'avait pas de console, et donc jouait sur PC. Et un type va me dire, ouais, ce week-end, on fait une LAN avec les copains et tout. Chouette, j'en ai jamais fait, je peux venir. On était amis quand même, donc c'était pas. Je m'attendais à ce qu'ils disent oui. Ah non, mais c'est entre mecs. Mais pourquoi? Ben, c'est entre nous, on boit des bières, on mange du saucisson. J'adore le saucisson, et puis je bois des bières aussi. Donc pourquoi entre mecs? Non, je comprends, on fait des blagues crado. Ouais, voilà. Attends, t'as vu mon père, tu crois que je connais pas ces blagues depuis longtemps? Et donc finalement, je n'ai jamais pu faire de LAN parce que le mec qui les organisait, il a dit pas de filles. Du coup, ce que je voulais dire a été dit. C'est vrai qu'on a, enfin tu l'as évoqué, mais on a vachement peu parlé du fait que
sur Internet ou sur les trucs en réseau, enfin genre Xbox, réseau, je sais pas comment ça s'appelle, on peut parler aux gens qui s'appellent PS3, je sais pas quoi, ouais, on est anonyme et on a un avatar. Et donc ça permet énormément aux gens, parce qu'on a l'image du geek, le gros archétype pareil, qui est genre loser et qui parle pas, et du coup on l'imagine une fois chez lui, et il peut enfin rager et insulter les gens beaux et les gens riches. Et, on a eu ça pendant longtemps, et c'est vrai qu'on voit ça en vrai, et qui ne se traduit pas de la même façon, mais qui est que caché derrière un avatar, un pseudo et une photo marrante et tout, et qui monte. Et après, faire un deuxième compte pour que son compte principal il soit sympa et son deuxième compte soit un troll, etc. On voit ça. Et ouais, on l'a évoqué, c'est vrai que ça, je pense, qu'il faut le rappeler. Du coup, il n'y a pas de conclusion à en tirer, ou alors il faut réfléchir aux conclusions qu'on peut tirer de ça. Mais ouais, il faut sensibiliser au fait que c'est trop facile de se cacher. C'est trop facile de faire de la politique cachée, voilà, justement. C'est terminé pour les questions.